La Grande Bibliothèque, présentée par Narek. Réformer les relations interethniques, ce n'est pas retailler les frontières ni briser la structure nationale de l'État soviétique, affirmait Gorbatchev le 12 avril 1989 en Géorgie. Pourtant, le 25 décembre 1991, le monde assiste brusquement à la fin du communisme soviétique, de l'URSS, des démocraties populaires, des différentes organisations du bloc soviétique. Dans une intervention à la télévision, Gorbatchev annonce sa démission. De fait, la politique de transformation maîtrisée et initiée par Gorbatchev échappa rapidement au contrôle de Moscou à cause de la gravité de la crise du système, de l'exaspération des populations et du fait que le libéralisme occidental en pleine renaissance et une Europe en reconstruction paraissaient offrir une solution alternative simple et efficace. Alors entre crise économique et fin du socialisme, entre conflits ethniques et opposition nationale, comment l'URSS s'est-il disloqué et quel rôle a-t-il joué Mikhail Gorbatchev dans ce que l'actuel président russe qualifie de plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Afin de mieux comprendre cet homme politique, son histoire, son parcours et sa place centrale dans la chute soviétique, nous recevons Taline Termination. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, professeure d'histoire de la Russie et du Caucase à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, et vous avez récemment publié Gorbatchev aux éditions Presse universitaire de France. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, le conflit russo-ukrainien perdure. En 1990, le secrétaire d'État américain James Baker assurait à Mikhail Gorbatchev que la juridiction militaire actuelle de l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. Alors Gorbatchev aurait-il ouvert la voie à l'expansion des démocraties libérales dans les étrangers proches et l'Ukraine ? Écoutez, oui, merci beaucoup pour cette question. Je voulais juste vous faire remarquer que vous me dites avant d'entrer dans le vif du sujet, alors que vous entrez directement dans le vif du sujet, au contraire, en parlant du conflit russo-ukrainien et des actuels, bien sûr, et des racines que ce conflit va chercher effectivement dans cette période de l'effondrement de l'URSS en 1991. Donc en effet, si vous voulez, dans le conflit générationnel, idéologique, politique, enfin tous les éléments qui opposent de manière tout à fait objective les personnalités de Poutine et de Gorbatchev, effectivement vient ce reproche qui a été formulé par Poutine lui-même lorsqu'il évoque il a cette fameuse formule d'ailleurs qui n'est jamais citée de manière totalement complète à propos de la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, mais ce qu'il pointe en particulier dans les relations que Gorbatchev a entretenues avec le camp occidental, c'est qu'il n'a pris aucune garantie écrite concernant la possibilité future d'étendre l'alliance de l'OTAN dans les États post-soviétiques. Et donc Poutine a formulé des reproches très précis à cet endroit en disant que certes les traités écrits ne sont pas toujours faits pour être respectés, mais au moins cela aurait donné quelques garanties. Or ces garanties n'ont pas été prises. Gorbatchev a donc été trop confiant à l'égard des intentions de l'Occident et les 30 années qui ont suivi ont montré qu'en effet une partie de ces anciennes républiques soviétiques ont rejoint l'OTAN et donc bien entendu l'arrimage de l'Ukraine au camp occidental, au moins depuis la révolution de Maïdan en 2014, a donc fait partie des éléments qui, selon Moscou et selon Poutine, sont entrés en compte dans l'évaluation de la perception de la menace que représentait non pas l'Ukraine, mais enfin l'ancrage occidental de l'Ukraine, surtout d'une Ukraine qui aurait reçu en sous-main un certain nombre d'armements des pays de l'OTAN et en particulier de la Turquie. Et plus souvent, comment expliquez-vous l'opposition actuelle entre Gorbatchev et Poutine ? Est-ce une question de rivalité ou de personnalité ? C'est
pas une question de rivalité. Enfin, je veux dire, les deux hommes n'appartiennent pas à la même génération. Il y a bien sûr des questions de personnalité absolument évidentes. Bon, Gorbatchev était un homme politique, médiatique, le plus jeune premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique qu'on avait vu depuis longtemps. Mais enfin, il y a surtout des éléments de tempérament, parce que Poutine est arrivé comme une sorte d'outsider, sorti de sa poche par le président Yeltsin, que Gorbatchev, vous l'imaginez bien, ne portait pas dans son cœur. Il avait, vous le savez, c'est de notoriété publique, une carrière de l'ombre, dans l'ombre, si je puis dire, dans les services du KGB, mais d'ailleurs même pas des fonctions de premier rang, et son ascension s'était faite essentiellement dans les réseaux de Leningrad, devenu Saint-Pétersbourg au moment de l'effondrement de l'URSS. Donc il y a bien sûr des questions de personnalité évidentes, des questions de trajectoire politique, des questions de génération aussi. Gorbatchev vient de fêter son 91e ou 12e anniversaire, je ne sais plus très bien. Poutine a au moins un peu plus de 20 ans de moins, et on pourrait souligner que Poutine était encore très jeune, d'abord au moment où il est arrivé en fonction, à la fin des années 90, au début des années 2000, mais surtout 10 ans auparavant, il avait assisté effectivement à l'effondrement de l'URSS, et cet effondrement a été quand même, pour bon nombre de Russes, et j'ajouterais aussi pour bon nombre de citoyens soviétiques lambda dans toutes les républiques, y compris en Arménie, ressenti comme un choc absolu. Ça a été l'annonce d'un changement de société, l'entrée dans un monde difficile où plus rien n'était comme avant, et donc bien entendu aussi une catastrophe géopolitique. Donc tout ceci est imputable, si vous voulez, selon les partisans de cette vision, serait imputable à l'aveuglement de Gorbatchev sur les conséquences de ses actes et des réformes qu'il a voulu entreprendre, à partir du milieu des années 80. Alors pour mieux comprendre ce personnage, remontons à son enfance et à ses origines. Mikhail Gorbatchev est né en 1931 dans la région de Stavropol et présente des origines cosaques. Alors quelle est sa situation et l'origine de sa famille ? Et quelle va être son influence sur son avenir? De même, a-t-il éventuellement des origines arméniennes ou caucasiennes? Alors ça, arménienne ou caucasienne, non, je n'en ai pas connaissance. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la région de Stavropol est une région de Russie méridionale qui n'est pas très éloignée du Caucase du Nord, et en effet, dans ses ascendances, il y a effectivement des éléments cosaques et des éléments ukrainiens aussi, parce qu'en fait toute cette région faisait partie de cette ceinture de l'Empire où étaient établis des stanitsas et donc des établissements cosaques pour garder les frontières. Le terme de Ukraine contient ce terme même des confins. Kraïna, donc c'est les confins, c'est les frontières, donc de l'Empire russe, de l'Empire russe. Bref, donc c'est normal, et d'ailleurs Gorbatchev considère tout à fait comme normal d'avoir à la fois des ascendances russes et des ascendances ukrainiennes du côté maternel. Il trouve également normal, on le voit très bien dans un reportage qui a été diffusé récemment sur Arte, de parler et de comprendre à la fois le russe et l'ukrainien. Et donc en cela c'est un citoyen soviétique typique, et je dirais aussi c'est un russe typique, en tout cas de cette région-là. Et par ailleurs, vous notez les oppositions entre ses origines maternelles et paternelles. L'une n'accepte pas la collectivisation des terres et l'autre est socialiste révolutionnaire et combat le front turc en 1918. C'est dans ces conditions que naît et grandit cet Homo soviéticus, vous notez, à travers la Grande Guerre patriotique dans les années 40,
qu'entendez-vous par le terme Homo soviéticus qui s'oppose justement à la politique de Gorbatchev qu'il met en place bien plus tard? Non, mais l'homo soviéticus s'oppose pas à la politique de Gorbatchev. Gorbatchev lui-même est un homo soviéticus. Ce que j'entends, d'ailleurs, c'est pas moi qui emploie cette expression à propos de l'ensemble de la population soviétique qui a, enfin, en tout cas, qui n'a grandi que en URSS, donc il est homo soviéticus déjà d'un point de vue générationnel, parce qu'il est né au début des années 30 dans un contexte qui est celui de la seconde, ce qu'on appelle la seconde révolution entreprise par le haut, par le chef de l'Union soviétique, désormais Staline, et qui lance toute une série d'attaques, en tout cas d'injonctions plus qu'autoritaires à l'égard de l'ensemble de la société, en particulier de la paysannerie, à laquelle justement appartient Gorbatchev. Et donc certains historiens considèrent qu'il s'agit d'une véritable attaque ou guerre contre la paysannerie. Il s'agit en premier chef de la collectivisation des terres qui impose à la paysannerie soviétique, qui est majoritaire dans la population soviétique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui l'impose donc de rentrer dans des entreprises collectives que sont les kolkhozes, les sovkhozes, etc. Et donc Gorbatchev va grandir dans cette atmosphère qui est évidemment très dur au début, cette région au début de la période, j'entends 31-32, cette région de Russie méridionale, après tout, n'est pas très éloignée de l'Ukraine, où se déroule justement, à l'occasion de cette collectivisation des terres, une famine dont les Ukrainiens considèrent qu'elle a été délibérément organisée par Staline à des fins de soumission de la population ukrainienne. Cette famine, elle s'est également propagée, d'ailleurs dans les régions de Russie méridionale, justement celles-ci, qui sont pourtant très riches d'un point de vue agricole et céréalier, et également dans les confins du Caucase du Nord. Donc l'homo soviéticus, c'est quelqu'un, disons, qui est né au début des années 30, qui a passé sa jeunesse justement durant la Grande Guerre patriotique que vous avez également mentionné. C'est quelqu'un qui s'est approprié tous les codes de la société soviétique et qui parvient avec beaucoup d'intelligence à gravir tous les échelons du cursus honorum de ce que c'est qu'un responsable politique en URSS, donc comme c'est le cas de Gorbatchev. Et définitivement, l'homo soviéticus, oui, c'est celui qui est de cette génération-là, et non pas de celle des parents ou des grands-parents, puisque vous avez effectivement mentionné les trajectoires totalement opposées des grands-parents paternels et maternels. L'un était un SR, l'autre avait, d'ailleurs je me souviens plus très bien, montré aussi quelques réticences. Et cette première génération est donc balayée au profit d'hommes intégralement soviétique. Voilà. Et c'est en ce sens que Gorbatchev est un homo soviéticus, à l'image de tous les autres concitoyens de sa génération. Alors un homo soviéticus qui devient plus tard un animal politique, puisqu'après une montée en politique, Gorbatchev devient secrétaire du comité central du Parti communiste. Il est jeune et oppose sa politique à la stagnation brejnevienne. Peut-on le voir comme l'initiateur d'un soviétisme moderne qui veut oublier justement le passé stalinien que vous avez mentionné par cette déstalinisation qu'il a vécue dans les années 50 et 60? Oui, la stagnation brejnevienne, cette expression de stagnation brejnevienne, il faut préciser qu'il faut y mettre des guillemets, c'est une expression et c'est un slogan que Gorbatchev et qui est mis en avant au moment de la mise en œuvre de la perestroïka. Ça ne qualifie que rétrospectivement la période de Brejnev qui a été bien au contraire tout sauf stagnante en réalité, mais enfin c'est un slogan.
elle a été tout sauf stagnante parce que précisément dans les années 60 et 70, l'URSS a connu des profonds changements sur le plan économique, sur le plan sociétal. À ce moment-là, la population devient majoritairement urbaine. Sur le plan aussi de l'éveil des sentiments nationaux, l'Arménie eh bien justement en est un exemple absolument frappant. Et donc effectivement c'est intéressant de voir les réformes que Gorbatchev veut entreprendre à partir de son accession au pouvoir en 1985, dans le train des nombreuses tentatives de réforme qui ont été mises en œuvre à partir de la mort de Staline et surtout à partir de la déstalinisation entre guillemets, c'est-à-dire à partir du 20e congrès du PCUS en février 1956. Donc déjà à cette époque, et enfin surtout après cette époque, à la fin des années 50, au début des années 60, avec les débuts de Khrouchtchev, eh bien des réformes avaient été tentées dans tout un tas de domaines, d'ailleurs à peu près semblables, enfin, c'est-à-dire réforme de l'économie, de l'agriculture, grands projets, etc. Volonté, en fait, de rendre l'économie soviétique plus efficiente. Et donc, en ce sens, et Gorbatchev, justement, a vécu dans les échelons locaux du Parti communiste, je ne sais plus très bien où est-ce qu'il en est dans ses trajectoires politiques, s'il est à Moscou ou s'il est à Stavropol à ce moment-là, mais Gorbatchev a vécu la mise en œuvre de ces réformes khrouchtcheviennes et il a entrevu à cette époque, donc au moment de la déstalinisation, les avancées mais aussi les dangers que mettaient en œuvre ces réformes, enfin c'est-à-dire que toute mise en œuvre de réformes dans le système soviétique supposait un certain turnover du personnel politique, donc chacun avait quand même plus ou moins le sentiment de jouer sa peau, si vous voulez, à cette époque, même si c'était la déstalinisation. Donc voilà. Alors les années 80, enfin il est intéressant de voir la perestroïka et des réformes voulues par Gorbatchev dans ce continuum de réformes, parce que lui, en tant que chef des Komsomol ou au début de sa carrière politique, il a vécu aussi les tentatives de mise en œuvre des réformes khrouchtcheviennes. Et donc on peut, en ce sens, donc voir les réformes gorbatcheviennes dans ce continuum, mais elles ne vont pas avoir non plus les mêmes effets et elles vont se révéler aussi extrêmement difficiles à mettre en œuvre, puisque c'est le système lui-même qui cette fois-ci va entrer en collapse complet. Nous recevons Taline Termination, historienne, professeure d'histoire de la Russie et du Caucase à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, et vous avez récemment publié Gorbatchev aux éditions Presse universitaire de France. Alors ces réformes, notamment la perestroïka, vont beaucoup plaire aux Occidentaux. Alors pourquoi les Occidentaux sont si fascinés par cette politique ? En d'autres termes, serait-il un agent sous une influence extérieure ou bien ces décisions s'expliquent plutôt par son passé ? Est-ce que les Occidentaux seraient intervenus financièrement dans sa politique ou auraient-ils exercé une influence ? Agent sous influence extérieure, non. Enfin, en tout cas, non. Il n'a pas été mis en place par les Occidentaux, Gorbatchev. Mais enfin, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'effectivement, dans les sociétés post-soviétiques actuelles, il continue à être un personnage qui est extrêmement mal vu. Et donc, il y a un contraste absolument saisissant entre la perception occidentale de Gorbatchev qui a été immédiatement favorable et même suscité en Occident une véritable Gorbimania, alors que en URSS et à l'époque et dans les États post-soviétiques jusqu'à aujourd'hui, Gorbatchev a laissé en général un très mauvais souvenir et cette période nourrit autour de sa personne toutes sortes de théories plus ou moins délirantes, lui imputant la responsabilité de bon nombre de catastrophes. Et justement, l'Arménie est encore une fois un bon exemple de ce
de ces croyances qui tournent autour de la personnalité de Gorbatchev, associée évidemment à une des périodes les plus dramatiques de l'histoire de la fin de l'Arménie soviétique. Je sais que à Gyumri, qui s'appelait Leninagan à l'époque, il y a encore des personnes aujourd'hui pour croire que Gorbatchev par exemple, aurait volontairement provoqué le tremblement de terre afin de mettre un terme au mouvement Karabakh, etc. Enfin, donc il y a effectivement un immense contraste entre la manière dont les ex-soviétiques considèrent Gorbatchev et la manière dont les Occidentaux le regardent. Et d'ailleurs, justement, ce contraste, je reviens un peu aux questions que vous avez posées tout à l'heure, il est aussi dans le jugement que Poutine porte sur Gorbatchev et inversement le jugement que Gorbatchev porte sur Poutine. Alors, pourquoi les Occidentaux sont fascinés par cette politique? Parce que l'URSS devient tout à coup un État sympathique, un État qui, sur le plan des relations internationales, prend des initiatives en faveur du désarmement. On a l'impression, alors que le monde avance vers une sorte de convergence. Et donc, la politique de la perestroïka laissait augurer d'une évolution de la société et de l'économie soviétique vers le libéralisme, et tout ça vers l'économie de marché, disons, ou timidement, en plusieurs étapes. Mais enfin, tout ça, ça illustrait, ça rassurait en quelque sorte l'Occident sur la convergence, la convergence de deux mondes qui jusque-là avaient été séparés, et donc ça confortait en tout cas à l'époque l'Occident vers l'idée d'un modèle juste, immanent, qui était celui de la démocratie libérale. Bon, ça c'était une vision un peu faussée. Et puis aussi le fait que Gorbatchev présentait un visage sympathique, il formait un couple moderne, séduisant avec Raïssa Gorbatcheva, etc. Enfin, ils avaient quand même une allure qui était vraiment très très différente de celle des Gérontes qui s'étaient succédés à la tête du Parti communiste de l'Union soviétique jusqu'au milieu des années 80. Et par la suite, justement, cette perestroïka va être vivement critiquée. Vous notez la critique du pouvoir et le prélude de son renversement, dites-vous, à propos de la montée des nationalismes, question pourtant close depuis Khrouchtchev. Et dans ces conditions, vous évoquez notamment les massacres de Sumgait en 1988, qui s'inscrivent dans cette montée des nationalismes couverts par Moscou. Alors, quelle place Gorbatchev tient-il dans cette situation? Quelle est son opinion sur la question arménienne? Bon, son opinion sur la question arménienne, ça c'est presque... au début, ce qu'on peut dire, c'est que justement, il n'a pas vraiment d'opinion. Gorbatchev avait une grande faiblesse, c'est qu'il ne connaissait absolument pas les mouvements nationaux, les identités nationales. Il avait, justement, comme c'était un homo soviéticus, il ne lui a pas traversé l'esprit que la montée en force des identités nationales et des tensions interethniques allait devenir un véritable problème. Et donc effectivement il a ouvert en quelque sorte la boîte de Pandore en soulevant en quelque sorte la chape de plomb ou le couvercle qui pesait sur les nationalités. Il a l'ensemble lui a sauté à la figure. Donc vous parliez donc des conséquences des massacres de Sumgait, lesquels ce massacre de Sumgait sont les conséquences elles-mêmes de la proclamation par le soviet de Stepanakert du droit à l'autodétermination du Karabakh. Bon, tout cela rentrait dans un vaste mouvement des nationalités qui a commencé à se manifester dès les débuts de la
perestroïka, pas seulement au Caucase, mais aussi en Asie centrale, avec notamment en décembre 86 de violentes émeutes qui ont éclaté au Kazakhstan, dans les rues d'Alma-Ata, qui était alors la capitale, à un moment où justement après que Gorbatchev ait entrepris de remplacer le premier secrétaire du Parti communiste kazakh, qui était un kazakh justement ethnique, s'appelait Kounaïev, il l'a remplacé par un russe qui était l'un de ses proches amis. Et donc ça, c'était évidemment d'une très grande maladresse, et ça résume un peu, si vous voulez, justement ce qu'on doit appeler les maladresses de Gorbatchev, puisque c'était toujours la coutume en Union soviétique que les premiers secrétaires des partis communistes soient issus de l'ethnie titulaire du lieu. Donc voilà. Alors en ce qui concerne l'Arménie, je pense qu'il n'avait pas plus de connaissances, mais la question arménienne donc surgit pour Gorbatchev 2 ans après ces événements, donc en février 1988. Le premier secrétaire du Parti communiste d'Arménie était Karen Demirjian, dont vous savez peut-être qu'il a connu une fin tragique, assassiné dans le Parlement d'Arménie en octobre 99, et ça c'est beaucoup plus tard. Karen Demirjian avait justement, alors lui aussi c'était un homo soviéticus, un premier secrétaire depuis 1974, extrêmement jeune, dynamique, un peu le genre de personnage aussi sympathique, je dirais, que Gorbatchev, et qui entreprenait toutes sortes de grands travaux en Arménie. On l'appelait Karen Shinara. C'est en effet sous son mandat qu'on a entrepris la construction du Hamal-Yir à Yerevan, la construction du métro, la construction de toutes sortes d'équipements de prestige, que d'ailleurs Karen Demirjian était tout à fait capable d'aller négocier avec le centre. Enfin, ce que je veux dire, c'est avec les structures centrales de l'URSS à Moscou. Mais justement, Karen Demirjian a été rattrapée par l'éclosion des revendications nationales et le fait que le mouvement du Karabakh se déclenche donc en Arménie et au Karabakh en 1988 à la suite des massacres de Sumgait, eh bien va avoir en fait une influence directe sur sa carrière ultérieure, et en fait Gorbatchev va faire en sorte qu'il soit remplacé pour raison de santé en mai 1988. Donc il y a bien un turnover des leaders du parti communiste arménien, mais l'installation du nouveau dirigeant, qui est Suren Harutyunyan, eh bien, n'arrive pas à éteindre le feu. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, ces événements-là, le limogeage de Demirjian, son remplacement par Suren Harutyunyan, a lieu au début de mai 88, mais quelques jours après, c'est déjà la fête du 28 mai. Le 28 mai, c'est Saldarabad, c'est la fondation de la Première République, chose qui n'était évidemment jamais fêtée dans l'Arménie soviétique, mais justement, une semaine après sa prise de fonction, Suren Harutyunyan ne va pas pouvoir empêcher que soit déployé dans les rues de Yerevan le drapeau tricolore de la Première République. Et ça, le fait que le Yerakoun commence à être déployé dans les rues de Yerevan est évidemment, à ce moment-là, en mai 88, un événement d'une portée absolument considérable. Preuve donc que Gorbatchev était totalement dépassé, que à ce moment-là, il est déjà trop tard, que le turnover, le remplacement des dirigeants ne contient plus le mouvement. Et puis le deuxième acte et les très grandes maladresses que Gorbatchev va commettre ensuite, eh bien c'est son comportement lors du séisme du 7 décembre 1988 à Léninagan. Donc séisme qui, comme je l'ai dit tout à l'heure sur place, est interprété souvent comme un séisme politique. Oui, c'est un séisme politique, mais ce serait aussi un séisme provoqué pour punir en quelque sorte le mouvement du Karabakh. Bon, c'était les croyances qu'il y avait à cette époque-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est un séisme politique, et effectivement, comme toute catastrophe naturelle, elle offre des opportunités d'action politique. Et donc, c'est très important la façon dont Gorbatchev va se comporter à ce moment-là. Alors, faut dire qu'il n'était pas en URSS, il était je ne sais où à ce moment-là. Il va mettre un certain nombre de jours à venir se rendre sur place à Svidag et à Léninagan pour réconforter
supporter les citoyens, dont ce retard est interprété évidemment dans un sens négatif. Et puis surtout, il fait arrêter les membres du comité Khalabakh au lendemain du séisme. Alors là aussi, c'est évidemment une manière d'exploiter politiquement les faits de sidération dans lequel est plongée la population à ce moment-là. Mais dans tous les cas de figure, il enchaîne toute une série de maladresses. Et encore une fois, si Gorbatchev a péché dans la mise en œuvre de ces réformes, c'était justement par sa méconnaissance profonde des questions nationales. Et justement, c'est la question du rattachement du Haut-Karabakh à l'Arménie qui est également une maladresse, enfin on peut la voir comme une maladresse face à la révolution de 1988 ou de l'Azerbaïdjan. De même, quelle est l'ampleur de ce séisme politique et comment expliquer son opinion face à la question du Haut-Karabakh? Qu'est-ce qu'il aurait voulu Il n'a pas une opinion favorable au rattachement du Haut-Karabakh à l'Arménie. Il a un certain nombre de conseillers autour de lui, dont certains d'ailleurs sont d'origine arménienne et certains donc enfin je veux dire il a des échos de cette question du Karabakh par l'intermédiaire de ce qu'on pourrait appeler des figures intellectuelles pan-soviétiques dont l'aura dépassait simplement la seule République d'Arménie. Je pense, je peux en donner 3 exemples. La première, c'est celle qui est considérée comme la poétesse nationale, grande patriote soviétique, mais aussi patriote arménienne, Silva Gaboudigian, qui soutient le mouvement. Alors, soutient sur place le mouvement du Karabakh, alors qu'elle avait été, Dieu sait, une chantre du patriotisme soviétique auparavant et qu'elle a été, disons, comblée d'honneur pendant toute sa carrière. Donc ça, c'est un premier exemple, c'est-à-dire ce retournement des élites qui tout à coup prennent parti en faveur du Karabakh. Dans l'entourage de Gorbatchev, il y avait d'autres conseillers, et notamment un économiste qui est justement l'un des théoriciens de la perestroïka, qui s'appelait Abel Agambekian, et Abel Agambekian prend plutôt des positions favorables au rattachement du Karabakh à l'Arménie. Mais il y a d'autres conseillers, également d'ailleurs d'origine arménienne et d'ailleurs descendants de lignées issues du Karabakh, je pense en particulier à Georgi Sharknazarov, qui lui exprime un point de vue différent, plus prudent, et s'exprime au contraire pour le maintien du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, mais en améliorant son statut à l'intérieur de la République. Donc en fait, il y avait d'Azerbaïdjan, je veux dire, en améliorant son statut et en donnant une meilleure représentativité aux populations arméniennes. Donc il y avait toutes sortes de conseils différents autour de Gorbatchev, toutes sortes d'hommes influents qui avaient son oreille et qui lui soufflaient des choses, des points de vue assez variés. Mais le problème, c'est que le feu avait déjà pris entre décembre 88 jusqu'au le séisme bien sûr, mais jusqu'au fameux janvier noir. Le janvier noir, ce sont ces événements qui surviennent en Azerbaïdjan cette fois-ci en 1990. Janvier noir qui commence de nouveau par une vague de pogroms anti-arméniens à Bakou les 13 et 14 janvier à l'issue de gigantesques rassemblements qui ont lieu cette fois-ci place Lénine à Bakou et au cours duquel le pogrom se réifie, se répète. Il y a 90 Arméniens environ qui sont tués à ce moment-là au cours de ces événements. Et donc au cours de ce nouveau déchaînement de violence, alors que l'URSS était quand même censé être le pays de l'amitié entre les peuples, donc ça s'était jamais vu que de cette reprise, si vous voulez, des haines arméno-tatars comme au début du XXe siècle. Et là, à ce moment-là, Gorbatchev se doit de réagir. Cette fois-ci,
à l'encontre de l'Azerbaïdjan. Et donc le 14 janvier, il envoie Yevgeny Primakov sur place à Bakou et Moscou annonce à ce moment-là l'envoi de 11 000 soldats et marins, également aussi des détachements du KGB qu'ils envoient aussi bien en Arménie et en Azerbaïdjan. Et donc ces événements sont extrêmement importants parce qu'au terme de ces événements, Bakou cette fois-ci va être totalement vidé de sa population arménienne. Et d'autre part, Gorbatchev entreprend à ce moment-là un bras de fer avec les nouvelles instances de l'Azerbaïdjan qui sont le Front populaire azerbaïdjanais et finalement il prend la décision de faire intervenir l'armée à Bakou dans la nuit du 19 au 20 janvier 1990. Donc en fait la perestroïka, si vous voulez, sur les fronts nationaux s'achève en réalité par ces événements parce que ces événements montrent l'impuissance de Gorbatchev à régler non seulement le problème du Karabakh mais les questions nationales en général. Et l'événement est d'une grande gravité parce que ça ne signifie pas pour autant qu'il prend parti pour les Arméniens, si vous me suivez. C'est plutôt que pour la première fois, l'armée soviétique, puisque c'est des chars soviétiques qui débarquent à Bakou, eh bien, pour la première fois, l'armée soviétique prend d'assaut une ville qui est située sur son propre territoire. Et c'est donc un terrible aveu d'échec, et là, à ce moment-là, on comprend qu'on s'achemine vers un scénario complètement inédit. Le glas a déjà sonné pour la politique de la perestroïka. Et par ailleurs, il y a aussi la question de la démographie. En 1989, les Russes sont en passe de devenir démographiquement minoritaires en URSS, les 50 millions de musulmans soviétiques ayant de loin le taux de natalité le plus élevé de l'Union soviétique. Alors, comme le notaient à l'époque de nombreux spécialistes, notamment en 1989, ils parlaient de réveil islamique. Est-ce que ce réveil aurait-il joué un rôle dans la chute de l'Union soviétique? Justement, les Azéris étaient des pratiquants musulmans également. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut pointer dans votre question. Donc, effectivement, ces 50 millions de musulmans soviétiques avaient des taux de natalité très élevés. C'était justement l'objet de l'étude du très célèbre ouvrage de Hélène Carrère d'Ancos, L'Empire éclaté, dans lequel, justement, elle n'a jamais dit que l'Empire allait éclater, mais dans lequel elle reprenait un certain nombre de thèses émises par les soviétologues américains de l'époque, qui, en quelque sorte, spéculait déjà sur les possibilités de combattre l'URSS par le biais de ces républiques musulmanes dont vous avez raison. La démographie était disons exceptionnellement dynamique par rapport au cœur de la Russie et donc spéculant sur effectivement la possibilité d'un réveil islamique qui serait un moyen de nuire à l'URSS. Il faut quand même avoir en tête, excusez-moi, le fait que les États-Unis cherchaient à ce moment-là, étaient quand même dans un choc frontal bipolaire contre l'URSS. Donc on a ces musulmans soviétiques ont été en quelque sorte choyés par l'historiographie et par la soviétologie américaine à cette époque, dans les années 60, 70 et 80, et dans des intentions, je vous l'ai dit, spéculatives et selon moi, tout à fait politiques. Donc ensuite le réveil islamique, il n'a pas vraiment eu lieu parce qu'en fait, après l'histoire d'Alma-Ata, les républiques d'Asie centrale n'ont pas été tellement au cœur de la perestroïka. Donc ça, c'est une première remarque intéressante à faire, c'est-à-dire qu'en fait, là où ça a le plus bougé dans les républiques et du point de vue des identités nationales, ce sont les républiques baltes, ce sont les républiques du Caucase, c'est l'Ukraine, etc. Mais les républiques d'Asie centrale, elles ont joué un rôle moindre. Mais en revanche, là où le réveil islamique a joué un rôle dans la chute de l'URSS, c'est pas tant dans les républiques d'Asie centrale que dans ce pays voisin que l'URSS avait envahi en 1979, qui était l'Afghanistan. Et là, en effet, le soutien américain
apporté donc aux Moudjahidines et à tous ceux qui combattaient au nom de l'islam le Satan rouge et le spectre du communisme. Là, bien sûr, oui, cela a joué un rôle dans la chute, puisque les Américains le disaient en tout cas à l'époque. C'était l'expression d'ailleurs du chef de station de la CIA au Pakistan en 1989, lorsqu'il a écrit un télégramme écrit en lettres capitales, sur lequel il y avait ces simples mots: We won, nous avons gagné. Et nous avons gagné quoi? Les Américains avaient en effet gagné non seulement le retrait soviétique d'Afghanistan par le soutien apporté aux éléments musulmans, et ils voyaient déjà ou en tout cas ils pouvaient percevoir, en tout cas 2 ans plus tard, ils verront l'effet de choc en retour de ce retrait avec l'effondrement de l'URSS elle-même. Donc à cette époque, effectivement, les éléments musulmans ont joué ponctuellement un rôle très important, parce que le soutien américain apporté aux Moudjahidines à cette époque n'était évidemment pas du tout un secret. Je rappelle que nous recevons Taline Terminacian, historienne, professeure d'histoire de la Russie et du Caucase à l'Institut national des langues anciennes et orientales, l'INALCO. Et vous avez récemment publié Gorbatchev aux éditions Presse universitaire de France. Alors pour conclure, le glasnost ayant effacé le vernis idéologique, l'URSS apparaît à l'intérieur comme à l'extérieur, telle qu'elle est, le dernier empire colonial. C'est ce que disait un spécialiste de l'URSS en 1989, Roupnik. Alors finalement, Gorbatchev aurait-il hérité d'un modèle anachronique, déterminé à disparaître? Écoutez, le dernier empire colonial, ça c'est une expression de Jacques Roupnik qu'il faudrait discuter, et dans le cadre de la conclusion de cette émission, je vais pas le faire, mais ça n'est pas forcément un jugement tout à fait pertinent, parce que tout dépend justement de ce qu'on entend par empire colonial. Oui, par bien des aspects, l'URSS a été un empire colonial comme l'empire russe a été, mais enfin, à la grande différence des autres empires coloniaux contemporains, comme l'empire français, l'empire anglais, etc., c'est un empire continental d'une seule pièce, et qui n'a pas du tout le même aspect que les autres empires coloniaux modernes. Donc, enfin, en tout cas, ne prenez pas, à mon avis, il ne faut pas prendre pour argent comptant cette expression, même si, bien entendu, entre les nationalités et Moscou se jouait une relation de suggestion, ça c'est certain, une relation de suggestion à Moscou, mais la qualifier de coloniale, c'est le terme de colonial qui me pose problème. Alors, quant à votre question sur l'histoire des modèles anachroniques déterminés à disparaître, là encore, vous êtes peut-être sous l'influence d'une vision un peu trop philosophique, ou voire même religieuse, religieuse ou pas religieuse d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose de darwinien dans votre histoire de modèle anachronique qui est déterminé à disparaître. En histoire, il n'y a pas de modèle anachronique. Tout est chronique, si je puis dire, du moment que ça existe. Et puis les choses existent, et puis un jour elles disparaissent. Donc et puis un jour elles disparaissent, mais enfin les structures se reforment. C'est toute l'histoire justement des 30 dernières années, et notamment c'est d'une certaine manière l'histoire de la Russie poutinienne qui se refonde sur les ruines laissées par Gorbatchev. Donc aujourd'hui, que pense l'opinion russe de Gorbatchev? L'opinion russe, elle est un peu difficile à saisir par les temps qui courent. Vous avez probablement vu le gigantesque meeting qui a rassemblé hier Poutine à l'occasion de l'anniversaire de la prise de la Crimée. Enfin, tout ce qu'on peut avancer sur de l'annexion de la Crimée, excusez-moi, tout ce qu'on peut avancer sur l'opinion russe est un peu hasardeux, mais encore une fois, Gorbatchev, pour ceux qui l'ont connu, c'est-à-dire pour les
adultes qui ont connu l'Union soviétique, le souvenir de Gorbatchev est associé au pire moment de leur jeunesse. Quant aux autres, ceux qui n'ont pas connu l'Union soviétique, je crains fort que Gorbatchev appartienne à un passé trop lointain pour qu'ils en aient une opinion tout à fait raisonnée, si ce n'est que leurs parents, ce que leurs parents leur disent. Donc voilà comment je verrai les choses. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Telle termination. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes historienne, professeure d'histoire à l'INALCO. Vous avez notamment publié Gorbatchev récemment aux éditions Presse universitaire de France. La Grande Bibliothèque, présentée par Narek.